merci beaucoup pour l'invitation. Moi, en fait, ce que je proposais d'apporter aujourd'hui, c'est en fait peut-être des exemples sur des cas qu'on a étudiés. Donc, moi, ce que je viens faire un petit peu, ce qui m'intéresse en partie dans mes recherches, dans le quotidien, si on veut, c'est regarder un peu l'impact économique que peut avoir le transport en commun notamment, mais toutes les infrastructures de transport en général sur les valeurs immobilières. Donc, comment on fait pour mesurer? En fait, je vais y revenir dans quelques minutes, mais grosso modo, ce qu'on fait, c'est qu'on sort du marché immobilier pour essayer d'aller capter ce que les gens sont prêts à payer pour être dans des situations particulières. Donc, c'est trois études différentes, des synthèses de trois études différentes que je viens vous présenter. Donc, c'est des travaux qui ont été développés avec des étudiants, ici des étudiants au niveau du bac en économique, et ici, c'est tous des étudiants en aménagement du territoire et développement régional, donc des étudiants au niveau de la maîtrise. Donc, c'est tous des travaux que j'ai développés avec eux. Ce que je vais essayer de vous montrer un petit peu, en fait, plus vous expliquer l'intuition, comment est-ce qu'on fait pour mesurer l'inobservable, ce qui est un petit peu le défi ici. Puis, je vais focuser sur les trois cas particuliers, c'est mesurer l'impact de la proximité aux autoroutes et aux boulevards sur les valeurs immobilières. Essayer de voir le transport en commun, être situé à proximité du transport en commun. Est-ce que les gens sont prêts à payer plus pour être situés près d'un axe de transport en commun? Puis, on parlait de gentrification tout à l'heure. Je vais essayer de vous présenter un truc qu'on a fait ici dans la région de Québec pour vous montrer c'est quoi les principaux déterminants sur la gentrification, justement, et comment, en fait, le projet qui est proposé ici peut-être risque même d'accélérer ce phénomène-là, en fait, dans l'endroit où c'est proposé. Un beau petit graphique, en fait, je pense que... Attendez un petit peu, comment? Votre nom, vous me rappelez? Isabelle, je n'étais pas sûr, merci. Ce qu'Isabelle disait tout à l'heure, effectivement, que le portefeuille des ménages est toujours scindé en plusieurs enveloppes budgétaires, si on veut. Bien ici, ce qu'on fait comme hypothèse, en fait, on essaie de voir, puis on dit, effectivement, on essaie de simplifier un petit peu, puis on dit le budget d'un ménage, en fait, on peut le prendre pour se loger, on peut le prendre pour payer du transport, puis on a d'autres types de consommation aussi. Et il y a toujours un arbitrage, effectivement, entre se loger et le coût de transport. Évidemment, si vous êtes plus près, la pression est plus forte, les prix sont plus élevés, donc vous allez probablement payer plus cher votre logement, mais d'un autre côté, vous sauvez en coût de transport, alors qu'il y en a d'autres qui préfèrent aller un petit peu plus loin, payer plus cher en transport, et peut-être sauver sur le montant qu'ils vont payer donc pour l'immobilier. En fait, il y a plusieurs figures de cas qui sont possibles. Ça, c'est ce qu'on appelle le modèle plus classique, avec une ville dans laquelle il y a un seul centre-ville. Et donc, plus vous vous éloignez finalement du centre-ville, bien, plus les valeurs diminuent, parce qu'à ce moment-là, plus vous êtes loin, plus vous devez payer cher pour vous transporter au centre, pour vous rendre dans votre lieu de travail, loisirs, et ainsi de suite. Mais on peut avoir aussi des cas qui sont un petit peu plus extrêmes, dans lesquels on aurait effectivement quelque chose qui sort ici. À l'inverse, c'est que là, vous voyez, il y a comme deux axes qui passent, qui pourraient être justement des axes autoroutiers. Et à ce moment-là, bien, la présence d'autoroute ou de bruit et tout ce qui est lié avec peut avoir un impact négatif sur la valeur des biens résidentiels, parce que je ne suis pas prêt à payer très cher pour être situé le long de l'autoroute. Isabelle l'a mentionné tout à l'heure, 150 mètres. Puis on va voir, mais on va essayer donc d'évaluer c'est combien justement combien ça coûte ça être trop près de l'autoroute. Donc on va commencer un petit peu. Ici, le premier truc que je vous propose, c'est vraiment l'impact des grands axes, des grands axes autoroutiers. Avant de tomber là, je vais faire une autre petite parenthèse. Il y a deux façons, grosso modo, qu'on peut essayer de mesurer qu'est-ce que quelque chose vaut. Il y a ce qu'on appelle l'approche, on pourrait dire, on va faire des préférences déclarées. Donc, ce qu'on va faire un sondage, on va aller vous voir, on va vous dire, supposons que vous êtes dans telle situation. Qu'est-ce que vous seriez prêt à payer pour être dans celle-là ou dans cette situation-là? Par exemple, je vous présente une maison, il y en a une qui est sur le long de l'autoroute, puis une qui est plus loin, puis on vous dit,
combien vous êtes prêt à payer pour être sur celle qui est pas loin de l'autoroute versus l'autre. Et là, on essaie de voir un petit peu et comparer comme ça. La particularité de ces approches-là, c'est que la personne en face de vous peut déclarer à peu près n'importe quoi. Elle ne fait jamais face au choix. Donc, évidemment, si quelqu'un a une horreur incroyable, par exemple, je ne sais pas, du transport en commun ou des autoroutes ou d'un axe, bien, il va nécessairement déclarer une valeur très forte. Nous, ici, ce qu'on prend comme approche, c'est une approche un petit peu différente sur laquelle on dit que ce n'est pas les valeurs qui sont déclarées, mais c'est ce qui est révélé. Donc, on se base sur le marché immobilier et ce qu'on se dit, c'est que quand il y a eu une transaction, c'est qu'il y a nécessairement eu un équilibre entre le prix que le vendeur voulait et le prix que l'acheteur a effectivement décidé de donner. Donc, quand les deux s'entendent sur un prix de vente final, ce qu'on dit, c'est qu'il y a un équilibre. L'offre va rencontrer la demande. Et quand on a un ensemble d'équilibres comme ça, ce qu'on peut faire avec des approches statistiques appropriées, c'est mesurer la valeur implicite que le marché, donc autant les acheteurs que les vendeurs, accordent à l'ensemble des caractéristiques qui définissent le bien complexe. Et le bien complexe, dans ce cas-ci, c'est l'habitation. Pourquoi c'est un bien complexe? Parce que c'est formé d'un nombre X de chambres, superficie habitable, c'est le temps d'âge, c'est situé à tel endroit, et ainsi de suite. Et donc, tout ça, c'est des caractéristiques qui viennent expliquer le prix de vente. Et avec des méthodes statistiques, on est capable d'essayer d'expliquer le prix de vente de l'ensemble des transactions en fonction des caractéristiques pour essayer de retracer le prix implicite que le marché accorde à chacune de ces caractéristiques. Et c'est exactement ce qu'on va essayer de faire ici. Donc, on est parti en disant, on va essayer d'étudier justement l'impact potentiel que peut avoir les externalités négatives d'une trop grande proximité, soit justement à une autoroute, comme on avait Laurentien ici, ou à des boulevards, par exemple comme le boulevard Laurier, ou même René Lévesque. Donc, logiquement, si vous êtes très près, c'est sûr que vous allez subir les externalités négatives qui peuvent être liées justement au bruit, à la pollution qui est dégagée, et ainsi de suite, à l'augmentation, au trafic plus dense, au risque d'accident, et ainsi de suite. Donc, la question, c'est simple, c'est comment est-ce qu'on peut isoler l'effet d'être directement sur le long versus si on était juste derrière. Okay? Donc, c'est quoi la différence dans les prix de vente entre une maison qui est située directement le long d'un boulevard ou une rue ou deux rues derrière? Et ce qu'on va essayer de faire, c'est comparer les valeurs pour voir ce que c'est. Ici, en fait, je pense que je répète, je reprends pas mal ce qui a été fait, donc je vais passer très rapidement. Juste vous mentionner peut-être les coûts économiques liés à la pollution sonore. En fait, on évalue que c'est à peu près 680 millions de dollars par année en 2013. Et puis, juste la pollution de l'air, ça aurait un coût de 5,7-5,8 millions de dollars. Donc, et c'est en 2007, ça date un petit peu. Au bois ici. La seule chose que vous devez retenir ici, c'est qu'il y en a plein d'études qui ont été faites pour essayer de mesurer l'impact du bruit sur les valeurs immobilières. Puis grosso modo, ça pointe pas mal tout dans la direction d'un impact négatif. Okay? Maintenant, le niveau, comme Isabelle le soulignait tout à l'heure, on prend beaucoup d'études pour dire c'est ça qui s'est passé, mais le niveau varie beaucoup d'une ville à l'autre. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on va se dire, on va le faire justement pour Québec, puis on va essayer de mesurer combien ça vaut pour Québec. Donc, ce qu'on a fait ici, je vous explique rapidement la façon qu'on a procédé. En fait, ce qu'on a fait, c'est plutôt basique. On a regardé les maisons qui étaient directement le long des axes majeurs, donc d'une autoroute, par exemple, ou d'un boulevard. Puis ce qu'on a fait, on a parti des caractéristiques, puis on a dit, on va essayer de trouver une maison qui a pratiquement les mêmes caractéristiques, mais qui est située juste une rue derrière. Donc, on vient faire un matching. On vient associer une maison qui est exposée au bruit à une autre qui l'est beaucoup moins. Et donc, la seule chose qui diverge, parce qu'ils ont les mêmes caractéristiques, c'est donc l'exposition au bruit. Et qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? C'est mesurer le prix de vente de celles qui sont derrière versus celles qui sont devant, puis on essaie de voir en moyenne c'est quoi l'impact sur les prix des maisons. Donc, c'est ce qu'on a fait aussi, justement, plutôt prendre l'ensemble des transactions sur le territoire de la Ville de Québec, mais on a vraiment cerné
tout ce qui était à moins de 150 mètres d'un axe à 4 voies. Okay? Donc, on ne veut pas comparer une maison qui est sur le long d'un axe à une maison qui est, par exemple, je ne sais pas, à Sainte-Brigitte-de-Laval. Okay? Ce n'est pas quelque chose qu'on veut faire. On veut vraiment s'assurer que la seule chose qui change, en fait, c'est vraiment dans l'environnement spatial pour être sûr, justement, qu'on mesure la bonne chose dans l'impact qu'on cherche à isoler. En fait, le degré d'exposition, normalement, qui est jugé pas trop dommageable pour la santé, c'est à peu près 55 décibels. Et là, en fait, ce qu'on voit, c'est que le long des autoroutes, c'est nettement plus élevé et le long des boulevards aussi. Donc, on se doute que s'il y a quelque chose, bien, il y a peut-être une prime qui est négative à une trop grande proximité. Et donc, c'est ce qu'on essaie d'isoler. Voici un petit peu un exemple de ce qu'on a fait. Ici, par exemple, vous avez le boulevard Laurier en noir. Et là, ce qu'on fait, on prend toutes les transactions qui sont le long de l'axe 0,50 m et on vient essayer de leur trouver ici, à l'intérieur, donc de 50 à 150 m, une maison qui est comparable pour pouvoir essayer de comparer les prix, justement, et donc isoler l'effet seulement des prix. Résultat global, en fait, si vous voyez ici, la trop grande proximité, ça enlève à peu près 6 000 à une valeur de maison. Okay? Et c'est 6 000 en valeur de 93. Donc, si je vous rappelez, les maisons en 1993, quand ça se vendait 100 000 c'était une très, très grosse transaction. Et donc, vous avez à peu près 6 500 sur une valeur de 100 000, donc c'est à peu près 6,5 %. Mais dans le fond, ce qu'on s'est dit, c'est que l'impact peut être vraiment différent selon le type de route qui est utilisé. Donc, ce qu'on a fait, on a scindé avec les autoroutes, les axes majeurs et les boulevards. Et dans le fond, ce que vous voyez ici, c'est le long d'une autoroute. Bien, c'est pas compliqué. Si vous êtes directement le long de l'autoroute, entre 0 et 50 mètres, c'est une perte de valeur d'à peu près 15 000 $. Donc, les gens, quand le vendeur et l'acheteur négocient, si la maison est directement le long de l'autoroute, pour une valeur en 93, ben, ils vont payer 15 000 $ de moins cher. C'est à peu près une réduction de 15 %. Donc, ça a un impact économique, effectivement, la proximité des autoroutes. La proximité des boulevards, en fait, a aussi un impact, mais qui est moindre. Donc, quand on parle de transformer, par exemple, une autoroute en boulevard, ben, un impact implicite qu'on peut essayer de mesurer, c'est-à-dire plutôt de perdre 15 000 $, ben, l'impact est à peu près de 6 000 quelques dollars. Donc, on a quand même un gain de valeur. Fait qu'il y a quand même un gain pour les propriétaires à passer d'une autoroute à un boulevard. Et non seulement ce gain-là est bon pour le propriétaire, mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que logiquement, si ça se vend plus cher, ça veut dire aussi que les évaluations foncières sont plus élevées et ça veut dire aussi que ça augmente les revenus des municipalités par la taxation foncière. Donc, ça peut être aussi, et il y a beaucoup d'arguments qui sont avancés, par exemple, de se dire pourquoi est-ce qu'on ne se sent pas de la plus-value qui est générée par certaines infrastructures urbaines pour payer une partie des dépenses liées, par exemple, à un autre aménagement comme ça ou à l'implantation du transport en commun, par exemple. Donc, c'est un peu ce que je voulais vous montrer. Je pense rapidement ici, c'est la même chose. J'ai aussi, bon, pendant ma thèse, il y a déjà quelques années, Nabila, quand même, ça fait... Okay, bon. Mais... Pendant ma thèse, un des trucs que j'avais développé, c'était de se dire, on entendait beaucoup, puis on continue de l'entendre encore aujourd'hui, mais peut-être moins, le fait en fait que de mettre de l'argent pour investir dans le transport en commun, ça ne sert à rien. Ça amène à rien, donc c'est comme si on mettait de l'argent dans le poêle. Le transport en commun n'est pas rentable, donc pourquoi est-ce qu'on investirait dans le transport en commun? Bon, vous allez me dire, c'est un peu rétréci comme vision, c'est pas faux, mais si on s'arrête strictement aux critères économiques ou financiers plutôt, on va dire effectivement le transport en commun, c'est pas quelque chose de rentable. Or, ce qu'on s'est dit, ben, est-ce qu'il y a du monde qui est prêt quand même à payer plus cher pour être localisé près d'un axe, près du transport en commun, près de stations de transport en commun par exemple? Et si oui, ben ça veut dire qu'on peut pas rejeter l'argument et dire le transport en commun, ça vaut rien, c'est faux. Il y a du monde qui est prêt à payer pour pouvoir profiter d'une proximité à ces infrastructures-là. Et encore une fois, cette hausse de valeur-là peut être reflétée et transflétée
transféré dans les rôles d'évaluation dans la valeur marchande et donc qui augmente les taxes encore une fois et une partie de cet argent-là peut être utilisée pour financer les transports en commun. Donc c'est un petit peu ce qu'on avait fait au départ, j'avais fait ça. J'avais montré que le 800-801, le développement du premier axe, dans un rayon de 50 à 300 mètres, ça augmentait la valeur des maisons, donc un impact qui variait entre 7 et 3 mais c'était surtout pour l'axe. Et là, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il y a eu plein de développements qui sont arrivés par la suite. Le 802 est arrivé, le 803 est arrivé, il y a les Lévisiens qui se sont développés, et ainsi de suite. Et ce qu'on s'est posé comme question, c'est est-ce que si on ajoute systématiquement des services de niveau comparable, c'est-à-dire avec des voies réservées, des dessertes un petit peu plus rapides et puis des passages plus fréquents, bien, est-ce que nécessairement ça se reflète toujours sur la valeur des maisons dans la région de Québec? Donc, on avait commencé un petit peu avec cette idée-là. En fait, quelque chose qui est intéressant peut-être pour amener dans la perspective actuelle, ce qu'on voit dans la littérature, c'est que la présence du transport en commun n'a pas nécessairement toujours un impact positif. Les impacts négatifs qui sont notés habituellement, c'est pour des villes qui sont plus petites. Donc, les gens se disent « je ne veux pas prendre le transport en commun, il n'y a pas de problème de congestion ». Et donc, quand les villes sont peut-être plus petites et accès auto, puis les déplacements sont faciles, c'est pas nécessairement un service qui va être valorisé de la part de la population. Or, quand vous basculez sur des services par rail, incluant justement les tramways et autres, ce qu'on voit, c'est qu'au pire du pire des pires, il n'y a juste pas d'impact. Mais habituellement, ce qu'on mesure, c'est des impacts qui sont positifs. Et pourquoi, en partie, on milite ou on a proposé de se tourner peut-être un petit peu plus vers le tramway que vers un système d'autobus, c'est qu'on sait que l'impact du rail est habituellement plus fort que l'autobus. Donc, mais évidemment, bon, il y a toujours des caractéristiques qui font en sorte que l'effet peut varier entre les villes et dans l'espace. Mais grosso modo, ce qu'on sait, c'est ça, c'est qu'au pire, le rail, il n'y a pas d'effet et l'impact est plus important qu'avec les autobus. Ici, en fait, ce qu'on a essayé d'aborder comme perspective, c'est un petit peu différent. Ce qu'on a utilisé comme approche méthodologique, ça ressemble un petit peu à un peu le même principe que les études pharmacologiques. Okay? Vous avez un groupe de personnes qui rentrent chez vous, et là, vous prenez le signes vitaux, vous prenez un peu les mesures, vous prenez des informations, et à un moment donné, vous donnez un traitement. À certains, vous allez donner un traitement, puis à d'autres, vous allez donner un placebo, et vous allez mesurer ensuite de ça quels sont les signes vitaux et ainsi de suite, et vous allez voir la différence entre ceux qui ont reçu un traitement et ceux qui ont reçu un placebo, quel est l'impact, et donc ce qu'on va faire, c'est essayer d'isoler pour s'assurer que la différence entre les deux, bien, on peut vraiment l'attribuer au médicament. C'est un peu la même chose ici, sauf que le médicament, c'est le Metrobus. Donc, on est capable de suivre des transactions avant qu'il y ait implantation du système, puis après qu'il y ait implantation du système. Qu'est-ce qu'on vient mesurer et comparer? C'est la hausse de valeur pour les maisons qui sont à l'intérieur d'un corridor de 500 mètres versus l'augmentation de valeur pour celles qui sont à l'extérieur du corridor de 800 mètres. Donc, on avait justement tous les tracés ici. Donc, vous avez les fameux 800, 801, vous avez le 802, le 803 et les L qu'on a divisés en la partie ouest et la partie est. Et donc, on a eu des transactions, on a obtenu des transactions de la part de la ville de Lévis et de la ville de Québec. Et on a eu un horizon assez long, justement, pour comparer avant versus après. Donc, vous voyez un petit peu ici, là, c'est flou, vous allez me dire. Là. Mais bon, bref, ici, vous avez dans le corridor, vraiment jusqu'à 750 mètres, on a isolé toutes les transactions et on a pris 1,5 km autour et on a dit, bien ça, c'est ce qui va nous servir de cobaye ou de contrôle. Donc, on juge que ceux qui sont à l'intérieur du corridor, c'est nos traitements, c'est ceux qui reçoivent un traitement particulier et ceux qui sont à l'extérieur, c'est nos contrôles et on va vérifier justement l'impact, l'augmentation, tout ça. Ce qu'on a essayé de faire aussi ensuite, c'est je vais aller à l'autre puis je vais revenir. Qu'est-ce qu'on mesure grosso modo? Bien, en fait, ce qu'on voit, c'est que pour l'impact du 802, il y a une hausse de valeur qui est à peu près de 12%
pour toutes les transactions résidentielles unifamiliales qui sont à moins de 150 mètres du trajet. Okay? Donc, il y a vraiment une hausse de valeur. Les gens dans le territoire, dans le corridor de la 802 sont prêts à payer plus cher pour être localisés à ces endroits-là parce que le transport est accessible. Par contre, pour le 803, on ne voit rien du tout. Okay? Donc, le 803 qui passe en haut sur le Bourgneuf, et donc ce qu'on voit, c'est que le marché ne valorise pas nécessairement ce trajet-là. Pareil pour Lévis, en fait, à 150 mètres, les valeurs augmentent d'à peu près 9%, mais surtout sur le corridor qui s'en va vers la ville de Lévis, vers le centre de Lévis. Pour le corridor qui s'en va vers l'ouest, on ne mesure rien du tout de significatif. Donc, ce qui est intéressant, c'est de se dire que ce n'est pas nécessairement l'ajout de nouveaux systèmes de transport en commun qui va nécessairement résulter en une hausse de valeur. Et donc, ce qu'on cherchait à faire, puis on a confirmé aussi avec le 800, 801 qu'il y avait des impacts, ce qu'on a cherché à faire, c'est de se dire, est-ce que les impacts qu'on mesure sont liés aux caractéristiques du milieu? Et puis là, en fait, ce qu'on voyait, c'était, vous voyez ici 802, par exemple, avec le 801, 800 qui croisent. Vous avez certaines caractéristiques qui sont plutôt particulières, et donc, finalement, la hausse de la valeur qu'on mesure, donc, autrement dit, comme on entend dans la campagne électorale de ce temps-ci, c'est ça que le monde veut. Et là, la différence, c'est qu'on le mesure pour vrai ce qu'ils veulent, puis on est capable d'aller l'isoler. Mais autrement dit, là où le monde veut payer pour profiter du transport en commun, ce qu'on voit en fait, c'est vraiment des tracés qui sont associés à une bonne marchabilité, à une forte densité, puis à une diversité de services, mais pas une diversité qui est trop grande. S'il y a 8, 9, 10 lignes qui passent chez vous, là, ça génère peut-être plus d'externalités négatives que de positives. Donc, les gens, grosso modo, valorisent le système de transport en commun s'il y en a peu qui passent, mais qui sont de bonne qualité, plutôt que s'il y en a beaucoup et qui sont de mauvaise qualité. C'est un peu ce qu'il faut retenir ici. Donc, c'est pas tout de dire on va développer du transport en commun. On sait que l'impact qu'on mesure sur le transport en commun, en fait, ce que les gens sont prêts à payer pour profiter de ces nouveaux transports-là, c'est associé aussi à la forme urbaine. Et donc, par exemple, dans un endroit comme Laurentien, si on souhaite transformer, puis on ajoute là-dessus des systèmes de transport en commun, c'est un endroit où la marchabilité est très bonne, où la densité est relativement forte en termes de ville. Donc, probablement que c'est des endroits où le transport en commun risque d'avoir un succès plus élevé qu'ailleurs. Je finirai la présentation avec la troisième étude sur mesurer des effets de marché. Ce qu'on a cherché à faire ici, je vous explique rapidement, ce qu'on a cherché à faire, en fait, vous connaissez probablement ce phénomène-là, ce qu'on va appeler ce qu'on a appelé la reconversion résidentielle. Donc, vous êtes dans un quartier, vous avez un vieux bungalow, on met la pelle dedans, puis on construit des jumelés. Okay? C'est un phénomène qu'on voit de plus en plus se produire, notamment dans l'axe, je dirais, en Haute-Ville, dans l'axe Haute-Ville avec Sillery, Sainte-Foy et ainsi de suite, mais pas uniquement. Il y a vraiment plusieurs endroits où est-ce que ça se développe. Et puis, dans le fond, on entend aussi, il y a une volonté de retour vers le centre. Mais ce qui est assez particulier, c'est que ce retour vers le centre-là est aussi associé à une volonté de vouloir du neuf. Puis on le voit aussi avec l'expansion des quartiers, puis l'étalement urbain. Pourquoi on veut de l'étalement urbain? Il y a deux choses. Il y a plusieurs facteurs, mais notamment un de ces facteurs-là, c'est que les ménages veulent accéder à la propriété, ce qui est loin d'être négatif pour eux, soit dit en passant, parce que c'est quand même le vecteur d'économie le plus important dans une vie. Bon, ça génère des externalités, on pourra en reparler. Mais l'autre chose aussi, et qu'on soit d'accord ou pas, les goûts sont hétérogènes, mais on sent que les acheteurs, les premiers acheteurs, souvent de fois, ce qu'ils veulent, c'est du neuf. Et pas juste les premiers acheteurs, mais on sent que dans le marché, ce qu'on veut, c'est beaucoup de neuf. Donc peut-être une façon de favoriser en fait un retour vers le centre, c'est peut-être aussi, ça peut passer par un phénomène de reconversion. Donc c'est ça qu'on a tenté de regarder un petit peu. C'est peu documenté, je dirais, ce phénomène-là de reconversion résidentielle,
mais ça commence à frapper de plus en plus de villes. Bon, la question, est-ce qu'on devrait légiférer pour éviter ça? Est-ce qu'on devrait mettre des lois pour faire en sorte que le bâti s'harmonise avec ce qui est dans le quartier, et ainsi de suite? On peut se poser la question. Moi, je ne suis pas nécessairement architecte, c'est pas un des trucs qui m'intéresse, mais moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est d'essayer de cerner qu'est-ce qui fait en sorte qu'on voit ce genre de comportement-là, puis comment ça peut être associé justement aux caractéristiques des quartiers. Vous voyez, je vous disais, c'est relativement peu documenté jusqu'à maintenant. Chicago, New York, la première étude à avoir été faite, c'était sur Vancouver, mais vous avez surtout sur des villes américaines, puis de plus en plus on le documente, puis c'est un mouvement qui est très fort aussi en Australie. Ça commence à percer chez nous. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ce phénomène-là? En fait, ce qui est assez particulier avec le vieillissement des villes, vient aussi d'autres caractéristiques. Donc, je vous disais tout à l'heure, le modèle qu'on a, on dit souvent, les gens vont faire un arbitrage entre ce qu'ils vont mettre pour l'achat de leur maison et ce qu'ils vont mettre dans leur transport. La particularité avec un bien immobilier, c'est qu'il y a quand même une certaine dépréciation. Si on fait de l'entretien correct, la maison, elle va s'apprécier parce qu'il y a une pression si la ville s'accroît. Donc, la demande augmente pour une offre fixe, ça pousse le prix un petit peu vers le haut. Mais si on a un entretien minimal, il y a quand même une dépréciation qui est associée à l'âge. Donc, le modèle, il va bien, mais le modèle est plutôt statique. Si on le met de manière dynamique, ce qu'on voit, grosso modo, c'est qu'on a toujours cette relation-là qui est une relation négative entre le prix de vente et la distance au centre-ville, ou à un centre, en fait. Ce qui est particulier avec la dépréciation et l'étalement urbain, c'est que cette forme de relation négative-là devient de plus en plus lisse ou moins prononcée dans le temps. Et donc, on en vient à une situation dans laquelle la ville s'étend, mais jusqu'à un moment où est-ce qu'il peut y avoir un retour vers le centre qui se fait. Et c'est quand ce retour vers le centre-là se fait, bien c'est simple, c'est quand ce que vous devez payer ici pour acquérir une maison loin du centre, puis ce que vous devez payer en coût de transport, bien ça, c'est plus élevé que si vous achetez au centre parce que les prix ont déprécié. Donc, la gentrification, ça a aussi un aspect économique. Pourquoi les quartiers gentrifient? Parce que les valeurs ont baissé, là, il y a eu de l'étalement urbain, puis là, tout d'un coup, quand le monde est rendu assez loin, ils se disent, bien, sais-tu, j'ai le choix entre payer très cher pour être à Donnacona ou à peu près le même prix pour être au centre-ville, mais je vais avoir des rénovations à faire. Et donc là, finalement, la différence, c'est sur le coût de transport. Et ceux qui veulent sauver un coût de transport vont décider de revenir vers le centre. Donc, il y a une diminution des valeurs vers le centre. Ça fait en sorte de générer un renouveau urbain, en fait. Et c'est un peu ce qu'on va chercher à faire ici. On va chercher à identifier c'est quoi les facteurs qui sont liés à ce retour vers le centre, à la reconversion résidentielle. Donc, pas juste habiter, mais démolir pour pouvoir reconstruire et y revenir. Donc, c'est un peu ce qu'on va chercher à faire. Ce qu'on a fait, en fait, comment on a procédé avec tout ça? On a pris les rôles d'évaluation de la grande région de Québec sur la Rive-Nord. On a pris les rôles de 2007 jusqu'à 2016. Et là, ce qu'on faisait, c'est qu'on traquait un numéro matricule, qui est une maison, finalement. Okay? On traque le numéro matricule, puis on regarde la date, s'il y a eu un changement dans la date d'occupation. Okay? Donc, est-ce que c'est toujours le même propriétaire qui est là? Si on a un changement dans l'enregistrement, donc dans le nom du propriétaire, c'est donc qu'il y a probablement eu transaction. Mais la particularité, c'est qu'on peut suivre ce matricule, puis à un moment donné, le matricule disparaît. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été démoli, ou encore, ça a été divisé en deux lots. La maison avait un très grand terrain. Il y en a une qui a dit, ben moi, je coupe mon terrain en deux, ici, je continue à habiter, puis l'autre partie, je le vends. Donc, on peut voir ces phénomènes-là apparaître via, en fait, le suivi des numéros matricules. Et ce qu'on voit, c'est où encore on a des cas, par exemple, où est-ce qu'on a une seule maison qui est démolie puis qui est remontée. À Sillery, si vous allez voir, là, il y a quelques maisons qui font probablement un salaire un peu plus élevé que le mien, mais ils achètent une maison à 300 quelques mille, ils la foutent à terre puis ils font un immense manoir évalué à pratiquement 1 million.
mais c'est du matricule 1 pour 1. Et donc, ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on regarde la date de construction. La date de construction est en 1940, 1940, 1940, puis là, à un moment donné, 2015. Ah, bon. D'après moi, il y a eu un changement. Et on a tout vérifié, ces changements-là, à la mitaine, Google Street View, puis on regarde, puis on dit, ah, OK, oui, effectivement, il y a eu destruction. Donc, on a été capable d'identifier les endroits où ça s'est passé. Et, je ne sais pas si je suis bon pour cliquer là-dessus, oui. On a fait une petite animation, en fait. Ça marche-tu? Non? On a fait une petite animation. Je vais l'expliquer puis je vais partir après. Dans le fond, ce que vous avez ici, c'est pour l'année 2006. Toute la localisation ici, c'est ce qui a été vendu en 2006. Ce qui va apparaître en rouge et aussi en gris, c'est vraiment les reconversions et les transactions au fil du temps. Donc, on a fait la carte pour 2006, 7, 8, 9, 10. On s'est dit, si c'est juste un retour au centre, ce qu'on devrait voir, c'est dans l'axe ici, par exemple, c'est là qu'on devrait voir le plus de points rouges apparaître. Ça n'a pas fonctionné. Puis ça ne voudra pas le faire. Je pense qu'il faut sortir, en fait, je pense qu'il faut peut-être sortir de PowerPoint pour... OK. Je la trouve super belle en plus. Ça vous montre grosso modo l'étendue du phénomène aussi entre 2006 et 2016. Vous voyez, en fait, puis non seulement l'étendue du phénomène, mais en plus de ça, justement, voir la localisation dans l'espace. Est-ce que c'est vraiment concentré à certains endroits ou est-ce que c'est un phénomène qui se passe un peu partout? Mais grosso modo, en fait, ce qui nous avait impressionné, c'est que ça ne sort pas uniquement ici, mais il y en a vraiment à peu près à la grandeur. La particularité, c'est que ici, vous avez un regroupement vraiment où est-ce que ce qui s'est passé, c'est qu'on a décidé de scinder des terrains en deux. On garde la maison d'un côté, puis après ça, on vend le terrain pour qu'il y ait un redéveloppement. Alors qu'ici, ce qu'on voit, c'est vraiment, on met à terre, puis on construit autre chose. On achète deux maisons, on met à terre, on met un bloc, on achète une maison, on la met à terre, on met des jumelés, des triplex, et ainsi de suite. Donc, quand je vous dis on l'a fait à Mitaine, ben ça nous a permis de voir, par exemple, la Sillery. On avait une maison qui a été démolie, qui a été reconstruite comme ça. Vous avez ici, c'est Bonin, près de René Lévesque, Maguire. Donc, c'est une petite rue où on avait justement deux maisons. En fait, c'est assez particulier. Celle-là a été achetée, ils ont fait un duplex. Celle-là a été achetée 2 ans plus tard, puis ils ont fait des duplex à côté. Vous avez des exemples, par exemple, ici, je pense que c'est Val-Bélair, où ça ressemble à une cantine à patates, je ne sais pas exactement. Puis, il y a une petite tour à condo qui est poussée. Et ça, ici, c'est vraiment en Basse-Ville, donc à Saint-Roch, dans lequel il y avait ici, il y avait un vide ou quelques vieux bâtiments, puis ce qui est poussé, ben, c'est vraiment une tour à condo. Donc, il y a vraiment le phénomène de densification. Ce qu'on a fait, bon, ben voici la carte finalement. En noir, c'est justement tous les endroits où on a noté ce phénomène-là. Donc, c'est pas quelque chose qui est réservé au centre, mais c'est vrai qu'il y a une certaine densification vers le centre. Ce qu'on a fait, on a pris pour chacun des points, on a essayé de caractériser qu'est-ce qui se passe autour dans un rayon de, il me semble que c'est 750 mètres. On a essayé de voir qu'est-ce qu'il y a autour, mesurer la diversité, est-ce qu'il y a beaucoup de commerce, la densité, les valeurs des maisons et ainsi de suite, la superficie du terrain, puis on a essayé d'identifier justement, monter un modèle pour se dire, est-ce qu'on est capable d'identifier les facteurs qui font en sorte que la reconversion résidentielle est plus susceptible d'arriver à certains endroits plutôt qu'à d'autres. Et donc, grosso modo, là, je vous fais un résumé, mais la reconversion résidentielle va toucher surtout présentement les maisons qui ont environ 100 ans. Donc, le cycle de reconversion et de renouvellement urbain est à peu près d'une centaine d'années. Donc, avant qu'on décide de revenir vers le centre, ça prend pratiquement une centaine d'années. Donc, vous regardez les bungalows qui se sont construits dans les années à peu près 1920, ben pas les bungalows, mais les maisons de 1920, pour regarder les 1940 et autres, ces secteurs-là, probablement que ça va venir des quartiers qui vont beaucoup changer dans les prochaines années. On a aussi, ça frappe surtout des maisons à un étage, avec un grand terrain, une grande emprise sur la voie publique. On peut diviser les terrains, puis à ce moment-là, il y en a plusieurs qui peuvent s'implanter. Une forte évaluation relative au terrain. Donc, si vous regardez l'évaluation municipale, puis votre terrain est évalué à 3 fois le prix de la maison, bien, ça peut être un indicateur, en fait, qui risque d'avoir un changement à cet endroit-là. Et évidemment, ça va frapper les environnements qui sont plus diversifiés.
Donc, ça ne va pas nécessairement frapper des secteurs purement résidentiels, mais si c'est du résidentiel dans lequel il y a du commercial qui vient s'inscrire et ainsi de suite, bien, ça augmente la probabilité que ça va arriver. Donc, on peut peut-être faire le lien entre ça et la proposition du boulevard, justement, Laurentienne, c'est que vous allez avoir certaines caractéristiques qui sont ici, notamment l'évaluation, puis l'environnement diversifié, c'est déjà quelque chose qui est déjà pas mal. Vous êtes dans un secteur, dans un milieu bâti qui est relativement vieux. Donc, probablement que si ce projet-là se concrétise, bien, il risque d'avoir avec ça une poussée qui va s'en venir sur une volonté de reconversion d'immeubles dans le secteur. Donc, on ne peut pas passer à côté, c'est ce que cette étude-là nous montre, et il faut l'anticiper. Si ça risque d'avoir des impacts négatifs, bien, il faut y penser parce que c'est vraiment quelque chose qui risque d'arriver pour la suite. Ouais, je pense que ça fait pas mal le tour. Juste une petite slide pour remercier tout le monde qui nous a permis d'utiliser des données, des choses comme ça. Donc, c'est 3 cas que je viens de vous présenter là, qu'on ne peut pas dire que, ouais, mais ça ne marche pas à Québec. C'est fait à Québec. Okay? Donc, c'est juste ce que je voulais vous montrer.